Bonsoir, il est 19h, ravi de vous retrouver pour votre journal régional. À la une, ce jeudi, le désespoir d'une mère de famille à Toulouse. Montée en haut d'une grue sur un chantier, 2 de ses enfants sont lourdement handicapés. Elle dénonce une absence de prise en charge adaptée. La défense de Cédric Jubilard s'étoffe. Le Tarnais, mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse Delphine Jubilard, portée disparue, a fait appel à 2 nouveaux avocats toulousains, des spécialistes des affaires pénales. Et puis demain, c'est le jour J pour le Stade toulousain. Il affrontera La Rochelle en finale de top 14. Les joueurs sont bien arrivés et ont pu s'entraîner une dernière fois avant le match qui se déroulera au Stade de France à Paris. Merci de nous rejoindre sur France 3 Occitanie. Un décor un peu spécial, vous le voyez autour de moi. C'est sur ce plateau que vient de s'achever le grand débat de l'entre-deux-tours. On en reparle justement dans un instant. Je vous le disais dans les titres, c'est une mère de famille qui tire la sonnette d'alarme. À Toulouse, une femme a décidé de monter sur une grue pour dénoncer l'absence de prise en charge de 2 de ses enfants atteints de troubles du spectre autistique, seule et épuisée. Au quotidien, elle appelle à l'aide. Marie Martin et Laurence Beaufet. C'est une maman désespérée qui est montée tôt ce matin en haut de cette grue. Leïla Ketroussi élève seule ses 3 enfants. 2 d'entre eux, 9 et 5 ans, souffrent de multiples handicaps et de lourds troubles du spectre autistique. Résidant dans le Gers, elle doit faire en permanence des allers et retours à Toulouse pour une prise en charge qui n'est que partielle. Elle demande depuis 3 ans un logement social à Toulouse et est épuisée, comme l'explique cette autre maman d'un enfant autiste qui a elle aussi escaladé une grue en 2014 pour se faire entendre. Elle est vraiment à bout. Imaginez, c'est une femme qui dort en moyenne 4 heures par nuit depuis 9 ans. Voyez, ses enfants ne marchent pas, elle doit les porter constamment. Ses enfants ne dorment quasiment pas, ils ne parlent pas, ils ont des troubles du comportement. Enfin, elle vit l'enfer depuis 9 ans. Lâche rien, t'entends ? Très déterminée, Leïla Ketroussi n'a pas cédé d'un pouce face aux négociateurs. Les pourparlers avec les tutelles ont duré 10 heures. Peu après 16 heures, la jeune femme est redescendue avec des engagements écrits. Au bout de 3 ans, elle est obligée de monter sur une grue pour avoir gain de cause. Je trouve ça très grave en France de nos jours. Voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose de plus rapide. Ok, c'est peut-être pas du jour au lendemain, mais bon, en 3 ans, ils auraient pu trouver une solution. L'agence régionale de santé s'est engagée pour 2 places en institut et le département a trouvé un logement disponible très vite. La fin d'un cauchemar pour cette mère de famille. Du nouveau dans le procès de l'affaire Delphine Jubilard, portée disparue depuis décembre 2020. Son mari, Cédric Jubilard, mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse, fait appel à 2 nouveaux avocats toulousains. Ils sont donc 3 au total à défendre le principal suspect, Stéphane Compan et Éric Foissac. Passer à l'offensive rapidement. 6 jours après la mise en examen et l'incarcération à Seyss de Cédric Jubilard, ces nouveaux avocats veulent rétablir la présomption d'innocence de leurs clients après la conférence de presse du procureur vendredi dernier. J'ai été sidéré et choqué par les propos qui ont été tenus. Nous voulons, tous les 3, que la défense se positionne comme un équilibre dans une justice digne de ce nom, dans une démocratie qui se respecte, un équilibre et pas un lynchage médiatique organisé à la base, et je le dis haut et fort, par monsieur le procureur de la République. Delphine Jubilard a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier de son domicile de Cagnac-les-Mines près d'Albi. La maison dans laquelle la jeune infirmière vivait avec son mari et ses 2 enfants a été perquisitionnée à plusieurs reprises. D'abord entendu fin avril en qualité de partie civile, Cédric Jubilard a été mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse. Pour ces nouveaux avocats, aucun élément accrédite cette thèse. Aucun corps n'a été découvert, aucune trace de lutte, aucune trace de sang. Autrement dit, à ce jour, nous ne savons absolument pas ce qui est véritablement arrivé à Delphine Jubilard. Et pourtant, on vous parle d'homicide conjugal. C'est, je crois, l'introduction de monsieur le procureur de la République de Toulouse. Et c'est en cela que c'est quand même particulièrement scandaleux et pas conforme à la réalité des choses. Les avocats ont fait appel du placement en détention de Cédric Jubilard. L'audience devant la chambre de l'instruction devrait intervenir d'ici 15 jours.
À Castres, après l'effondrement d'une terrasse dans la Goutte en centre-ville, 4 immeubles ont été évacués. La mairie vient de prendre un arrêté de péril qui interdit l'accès à ces bâtiments. Ils présentent d'importantes fissures suite à l'effondrement. 6 personnes ont dû être évacuées. Allez, on ouvre une page politique avec les élections régionales. Le grand débat de l'entre-deux-tours en Occitanie vient de se terminer. C'était il y a quelques minutes, ici même sur ce plateau. Carole Delga, Jean-Paul Garot et Aurélien Pradé se sont affrontés. On va faire le point avec vous, Laurent Dubois. Bonsoir. Bonsoir. 1 heure d'échange, que faut-il en retenir? Eh oui, Noé, 1 heure de débat, 3 jours avant le second tour avec les 3 finalistes. Un match parfois qui a tourné au match de boxe, des noms d'oiseaux qui ont fusé. Carole Delga qui accuse Aurélien Pradier, le candidat de la droite, de mentir. Aurélien Pradier qui demande à la présidente sortante de région de ne pas être méprisante. Alors que faut-il retenir sur le fond? Sur le fond, d'abord une proposition choc de la présidente sortante socialiste, Carole Delga, un fonds anti-faillite, rappelant que l'économie est la principale compétence régionale. En clair, ça signifie qu'en cas de défaillance d'une entreprise, la région pourrait devenir actionnaire de cette même entreprise. Autre proposition, mais sur le terrain écologique, l'interdiction des éoliennes. C'est une proposition à la fois du candidat de la droite Aurélien Pradier et du candidat du RN Jean-Paul Garot. Alors sur le volet politique maintenant, une seule chose à retenir, c'est que les 3 candidats sont sur la même ligne avec leurs mots, en fonction de leurs objectifs. Ils chantent le même refrain, à savoir la mobilisation. Le premier tour a été marqué par une abstention écrasante. Ils essaient de mobiliser chacun leur camp, car c'est vraiment là que ça va se jouer dimanche prochain. Merci beaucoup, Laurent Dubois. Et si vous l'avez manqué, bien sûr, ce débat est à retrouver sur notre site internet. Cette question, justement, comment convaincre les jeunes d'aller voter? Abstention historique chez les 18-24 ans. Lors du premier tour des régionales, 87% d'entre eux ne se sont pas rendus aux urnes. Régis Guillon et Jean-Luc Pigneux sont allés, eux, à la rencontre des jeunes militants des 3 partis politiques présents lors du second tour en Occitanie. Sur les réseaux sociaux, la propagande numérique bat son plein. La droite LR a eu cette idée. 3 affiches et 3 slogans, comme « Dimanche avec mes potes, je vote » ou « Dimanche, même s'il flotte, je vote ». Les rimes sont pauvres, mais face à l'abstention massive des 18-34 ans au premier tour, tout est bon désormais pour convaincre les jeunes de voter. Nous, on se préoccupe de la jeunesse et qu'au-delà de ça, voilà, il faut savoir que les jeunes ne sont pas des spectateurs, ils sont acteurs de leur avenir. Donc, j'ai eu 18 ans en octobre et j'avais qu'une hâte, c'est de recevoir ma carte électorale et d'aller voter. Au Rassemblement national, ces militants n'ont pas oublié que l'ex-FN fut un temps le premier parti chez les jeunes qui votent. Si on ne vote pas, on laisse les autres décider à notre place, quoi. Ce message à la jeunesse, c'est si en effet vous en avez marre de ces élus qui vous méprisent, qui vous ignorent et qui vous ont abandonné, sortez-les. Ramener les jeunes aux urnes, une préoccupation également côté PS, arrivé en tête au premier tour des régionales en Occitanie. Quand je vois que j'ai beaucoup de cousins et de cousines qui dimanche ne sont pas allés voter, bon, je leur dis allez-y, il faut véhiculer ce message, même si finalement vous ne savez pas ce qu'est le département, vous ne savez pas ce qu'est la région, faites porter vos valeurs, votez blanc à la limite, mais allez voter, c'est important. Inciter à voter, un travail de long terme dont l'enjeu se situe sans doute après les régionales, à savoir l'élection présidentielle de 2022. À voter. Et lui ne sera pas présent au second tour des élections départementales. Jean-Philippe Perrier, candidat d'hiver droite en Aveyron. La raison, il est arrivé trop tard en préfecture pour déposer sa liste. Les précisions, justement, sont à retrouver sur notre site internet. Allez, 3e épisode de notre feuilleton consacré aux familles roms installées sur le camp de la Flambert à Toulouse. Près de 170 personnes y vivent dans des conditions difficiles, beaucoup d'enfants. Et certains d'entre eux, vous allez le voir, bénéficient justement d'un accompagnement dans leur scolarité. Juliette Meurin et Xavier Marchand. À Toulouse, l'école Littré accueille 26 enfants de la communauté rom. Des élèves parmi les autres qui bénéficient cependant d'une attention particulière en cas de difficulté. Il faut qu'on commence à réfléchir pour Chanella. Quelle décision on va prendre pour son orientation en 6e? Elle a appris à être... Ce jour-là, le père de Chanella participe à une réunion avec l'équipe pédagogique. La directrice, le professeur de français et un autre membre du camp de la Flambert pour assurer la traduction.
elle a été très absente pendant de nombreuses années. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Elle comprend les enjeux, elle est très motivée en classe. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu vraiment commencer une progression en lecture depuis cette année. On se réunit et on discute des problèmes d'absentéisme, pourquoi l'enfant ne vient pas à l'école et comment on peut arriver à régler les problèmes. Parce que parfois, ce sont des problèmes matériels, de transport, de travail des parents. Et puis de parents aussi qui n'ont pas toujours la culture de l'école. Donc ils ont tellement d'autres problèmes à gérer que l'école, elle vient après. Dans cette école classée zone d'éducation prioritaire, les effectifs sont limités en cours. Mais pour ces enfants roms, scolarisés de façon épisodique et depuis peu de temps, les retards en français notamment sont importants. Les professeurs ont mis en place des groupes pour les aider, 1 heure chaque jour. Les ingrédients, les ustensiles, on met ça où? Ici. Ici avec quoi? C'est des trucs que tu fais. On classe des mots, on va les catégoriser pour pouvoir les ordonner. Et on part de ce qu'ils connaissent, ils connaissent un petit peu, mais voilà, c'est du français langue étrangère. Donc c'est du langage oral, du lexique, ça veut dire des mots, mais aussi des verbes pour pouvoir construire des phrases. De retour de l'école, au camp de la Flambert, les enfants peuvent bénéficier d'une aide aux devoirs 2 fois par semaine avec des étudiants bénévoles. C'est vrai qu'on a un peu chacun ses enfants, entre guillemets, qu'on suit depuis le début. Et on voit les progrès. C'est lent, ça c'est sûr, mais dans l'attention, dans la concentration, dans l'envie aussi, et on voit quand même du progrès. Donc ça c'est chouette. Est-ce que c'est important, tu penses, d'apprendre le français? Oui. Si quelqu'un dit est-ce que tu veux t'engager à ça et toi tu sais pas parler français, t'as une occasion de travailler. Apprendre le français, aller à l'école et se préparer un avenir, petit à petit l'intégration de ces familles roms se concrétise. La vie au bidonville devrait un jour faire définitivement partie du passé. Les vacances scolaires commencent dans 2 semaines, un été qui s'annonce plus agréable que l'an dernier avec la reprise touristique. Nous avons connu une année 2020 catastrophique, mais qui a toutefois réservé quelques surprises, Frédéric Fraisse. Et oui, un printemps où il ne s'est presque rien passé, une saison quasi blanche pour les stations de ski. La fermeture des frontières a empêché les voyages d'un pays à l'autre. Résultat, une baisse sur l'année de 48% de la clientèle étrangère et une perte de 4 milliards d'euros pour le secteur touristique en Occitanie. Mais ce bilan global masque en fait une année 2020 très contrastée. Avec les restrictions sanitaires, les Français ont redécouvert la France. La moitié des habitants d'Occitanie ont déclaré avoir passé leurs vacances l'été dernier dans la région, l'Occitanie qui a aussi attiré beaucoup de monde venu d'ailleurs. Au total, une hausse de la clientèle française de 28% en juillet et août et une hausse de la fréquentation globale de 1%. C'est un cas unique en France. Toutes les autres régions ont vu leur fréquentation baisser. Les professionnels du tourisme en Occitanie abordent donc l'été avec confiance. Merci Frédéric Fraisse pour ces précisions. Et justement, les réservations à la montagne sont en hausse à l'approche de l'été. Le parc régional des Pyrénées à la côte, des touristes français et étrangers qui viennent se ressourcer en pleine nature. Le reportage de Marie-Candice Delouvrier avec François Guinde. Pour leur voyage de noces, ces jeunes mariés ont préféré la télécabine, au vol long courrier. Plutôt qu'une destination lointaine, les voilà au cœur du parc national des Pyrénées. Plus précisément dans la vallée de Cauterets que ces 2 Toulousains connaissent bien. Quand on passe une semaine en montagne, moi j'ai l'impression d'être resté 3 semaines, tellement que ça m'a changé les idées. Et financièrement, honnêtement, la montagne, c'est beaucoup moins cher aussi que la plage, il faut le reconnaître. Donc ça nous permet de nous aérer, pas très loin de chez nous et à moindre budget. Avec à la clé, des panoramas à couper le souffle. Classé grand site d'Occitanie, le lac de Gaube et sa splendide couleur émeraude est accessible sans effort. La vallée, c'est vraiment entouré de montagnes. Ouais. Au fond, on a la neige éternelle. C'est vraiment magnifique. Il y a un panorama magnifique, quoi. Ouais, c'est vraiment très beau. À l'image de ce site de plus en plus fréquenté, c'est toute la chaîne pyrénéenne qui attire une nouvelle clientèle, française ou étrangère, heureuse de tourner ici, la page du Covid. Là, on peut vraiment plus respirer. On a le temps de profiter, de se poser. On prend le temps. Nous aimons la montagne, faire des activités sportives.
Et nous sommes venus pour voir le lac et être à l'air libre. Même succès au Pont d'Espagne, dont la cascade attire toujours plus de visiteurs. Les réservations d'hébergement pour cet été dans ce secteur sont en hausse de 50% par rapport à l'an passé. On sent qu'il y a effectivement un gros boom en termes d'intérêt, de trafic, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur nos plateformes de réservation. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un fort engouement. La tendance est la même dans les vallées. Ici à Luchon, c'est la clientèle des cures thermales qui fait son grand retour. Mais les hôtels notent aussi l'arrivée de nouveaux touristes français, séduits par ce type d'hébergement, avec cuisine tout équipée. Ça, c'est un produit qui est encore plus demandé ? Oui, tout à fait. Après le Covid, beaucoup veulent être indépendants. Donc les studios, oui, est très demandé. Pour en avoir un, il faut patienter combien de temps alors ici ? Ah là, c'est pas avant le mois d'octobre. Tout est complet. L'arrière-saison est également bien engagée pour les professionnels du tourisme. 2021 s'annonce comme une année exceptionnelle pour les Pyrénées. Demain aura lieu la finale de Top 14. Toulouse affrontera La Rochelle au Stade de France. Et nos joueurs sont arrivés hier soir sur place. Ultime entraînement devant la presse avant le grand jour. Sur place, Sophie Pointer et Jean-Pierre Duns. À 24 heures de la finale sur la pelouse du Stade de France, l'ultime mise en place des Toulousains est particulièrement scrutée par les journalistes. Face à Bordeaux, il y a une semaine, les Rouges et Noirs sont apparus émoussés après une saison interminable. Alors la capacité des joueurs clés à être au meilleur de leur forme sera essentielle demain soir face à la redoutable équipe de La Rochelle. Sur des matchs comme ça, la motivation et la fatigue, la motivation vient toute seule, la fatigue on l'oublie assez rapidement et c'est vrai que cette saison elle a été plus que longue. Bon, on n'arrête pas de répéter le nombre de semaines, de matchs, de mois qu'on a fait. Pour ma part aussi, c'est ma saison la plus pleine en temps de jeu. Donc évidemment que les organismes commencent à fatiguer. Le niveau d'intensité d'une finale ne permettra aucune faiblesse. Les mots du manager Hugo Mola pour souligner l'ampleur du combat qui les attend. Mais au-delà des joueurs qui seront sur la feuille de match, le Stade toulousain compte sur la cohésion de tout un groupe. On est monté à 43 joueurs, malheureusement un seul sera absent puisqu'il est en rééducation au Cersac-à-Breton, mais l'ensemble du groupe est présent à Paris. On voulait vivre ces derniers 72 heures ensemble pour valider la fin d'un groupe, l'histoire d'un groupe qui dans tous les cas n'aura pas le même visage au lendemain de la finale, parce que certains nous quittent, parce que certains vont arrêter. Mais on voulait passer du temps ensemble. Du côté des parieurs, c'est La Rochelle qui est donnée favori dans une finale qui risque bien d'être verrouillée. Et si un exploit personnel faisait basculer la rencontre ? Et si Cheslin Colby retrouvait la flamme pour faire la différence et emmener les Toulousains vers un doublé historique ? Et en football, c'est la reprise pour le TFC, désormais assuré de rester en Ligue 2. Au lendemain de la nomination de Philippe Montagnier au poste d'entraîneur, l'équipe a repris l'entraînement. Cet après-midi, c'était la conférence de presse en présence du président du club. On écoute quelques extraits. On est toujours excité, en plus quand c'est un nouveau club, de découvrir les joueurs, de retrouver la pelouse, de refaire les séances. Donc c'est beaucoup de joie, de plaisir, comme une rentrée des classes, comme un gamin, vous voyez, malgré mon âge. J'ai un très bon souvenir de mon passage ici comme joueur. C'est une région, une ville que j'aime bien. C'est quelqu'un qui développe un style de jeu qui est complètement en raccord avec la culture et l'identité du club. C'est-à-dire tourné vers l'avant, c'est-à-dire attractif, c'est-à-dire offensif. On a fait des offres pour 5 joueurs. Donc j'en ai parlé un peu avec Philippe, mais rapidement en fait, un peu partout sur le terrain. On est obligé de vendre, mais l'année dernière on avait budgétisé un chiffre pour les ventes, on l'a doublé. Donc on est assez confiant par rapport à ça. Le maintien dans les 2 premières places. On n'a à aucun moment parlé d'objectif. Entre Philippe et moi, on a parlé de jeu, mais on n'a pas du tout parlé d'objectif. J'aime bien le maintien dans les 2 premiers, c'est quelque chose, je pense qu'on va le réutiliser plusieurs fois.
Connaissez-vous le lait de dromadaire? Dans le Tarn se trouve l'un des rares élevages de cet animal. 4 dromadaires vivent ici avec une centaine de brebis et l'éleveuse souhaite créer des cosmétiques avec leur lait. June Raclé avec Joséphine Kleckner. Depuis plusieurs mois, Camille Tessier élève des dromadaires. Et le mercredi, c'est balade de camélidés en famille. On avait des connaissances qui élevaient déjà ces animaux en France. Et donc, à force de parler, d'aller les voir sur leur exploitation, tout ça, on s'est dit, mais oui, pourquoi pas nous? Et en plus, un petit élevage à taille humaine, où on peut s'occuper de chaque animal. En plus des dromadaires, l'agricultrice possède une centaine de brebis qu'elle élève pour vendre leurs agneaux. Arrête, je veux te lâcher. Ouais, bon. Un drôle de mélange avec des animaux qui ont du caractère, mais avant tout, une cohabitation complémentaire. Là, on voit les chardons, tout ça, les brebis ne vont pas les manger du tout. Et les dromadaires, ils arrivent par derrière et hop, ils grappillent tout ce que les brebis n'ont pas mangé. Ça cohabite bien. Quelquefois, les dromadaires les font un peu courir, mais après, ça se calme vite et puis tout le monde broute dans son coin, quoi, voilà. Le projet de l'éleveuse, utiliser le lait de dromadaire pour fabriquer des savons qui seront vendus ici. Le lait de dromadaire a les propriétés de pouvoir apaiser et hydrater naturellement la peau grâce à la lanoline. J'ai eu quasiment que des bons retours, notamment de personnes qui avaient des problèmes de peau type psoriasis ou eczéma. Les dromadaires sont en phase de reproduction, mais leur gestation durera 11 mois. La première production de savon est donc prévue pour le printemps 2022. Et c'est la fin de ce journal. À suivre l'édition nationale. Nous, on se quitte en musique avec 2 frères bien connus dans la région. Si je vous dis Mousse et Hakim, vous me répondez Zebda. Ils sortent un album à la rentrée avec des textes inédits de Claude Nougaro. Je vous propose d'écouter leur premier single. Bonne soirée sur France 3. Comme les cahiers, quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du cahier et sa marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé.